Alors, Je crois que c'est radioactivité quand vous alpha, commencez à AD5. écrire. Comment? Je crois que c'est quand vous commencez à écrire qu'on la voit plus. Ah, c'est possible. Bon, l'approche documentaire, par contre, était assez longue en document, hein. Donc, on avait plusieurs documents. Un sur le noyau, qui était pas trop dur à comprendre. Un qui présentait la courbe des instabilités et des stabilités des noyaux en fonction de leur nombre de protons et nombre de neutrons, dont la courbe de stabilité est ici en noir. Ici. On avait trois zones. La zone bêta+, la zone bêta-, et la zone alpha, ici. Bon, là, j'ai mis des lettres françaises, A, B-, B+. Ici, on a la ligne Z égale N. Donc, premier constat, c'est qu'en fait, les atomes stables pour Z égale N le sont seulement si N ou Z est petit. Par exemple, C612 pour le carbone, vous voyez, ça fonctionne bien. Par contre, le chlore, vous voyez, ça commence déjà à être un peu plus difficile, c'est Cl1735. Et plus on monte, et plus on aura des instabilités pour Z égale N, et des stabilités pour un nombre de neutrons plus importantes que le nombre de protons. Par exemple, ici, je sais pas qui c'est, mais 82 et 126. Ça va être un truc genre polonium, je sais pas exactement qui est 82 dans le tableau, peut-être certains le savent. Non? Non. C'est le plan. C'est qui? J'ai pas entendu. Le plan. Quelqu'un peut le répéter parce que le micro est très aigu, je comprends pas le. Le plomb. Le plan, d'accord, merci. Ouais, tout à fait. Bon là, c'était un petit cours de rappel de sub première année, hein, c'était la décroissance radioactive d'une espèce. Là, par contre, ça vous le faites ni en sub ni en sp, mais vous faites quelque chose qui doit ressembler en terminale. Hein, sur la physique relativiste, avec l'énergie d'une particule au repos. Donc il y aura une question là-dessus, donc je passe vite. Hein. On avait un petit tableau de rappel des demi-vies. Là, c'est le modèle de Gamow. Alors, ça date de 1900... Ah, c'est vieux, mais je ne sais plus la date. Si c'est pas écrit, c'est 1920, je crois, un truc comme ça. Bon, peut-être qu'on trouvera la date. C'est un modèle pour expliquer la formation du noyau alpha dans le noyau père avant sa désintégration, noyau fils et particule alpha. Donc l'idée, c'est de supposer que la particule alpha est déjà pratiquement créée dans le noyau père avant d'être cédée du noyau père pour aller former noyau fils et particule alpha. Si vous voyez mon curseur, ce que j'appelle le noyau père, c'est ça, avec la particule alpha ici préformée. On ne voit plus. Vous le voyez plus? Non. Ah. Alors, je vais me mettre exactement, donc Sarah avait raison, c'est quand j'ai cliqué sur le stylo qu'il a disparu. Donc là, on a le noyau père, là on a le noyau fils, là on a la particule alpha, et ici, je sais pas si vous voyez sur votre poly, la particule alpha est déjà pré-créée. Bon, tout est basé sur l'effet tunnel, parce qu'on prendra une particule d'énergie, ici, plus faible que la hauteur de la barrière qui est ici. Et donc la particule va passer cette barrière ici par effet tunnel. Alors on avait une petite approximation de barrière épaisse. On reverra le calcul tout à la fin. L'approximation de cette barrière épaisse. Bon, entraîner une loi. Alors là non, la loi je l'oubliais. Ici. ln de taux 1,5 égale constante moins ln de t. On demande que c'est égal à a plus b sur racine de e. Alors Geiger-Nuttall, le nom de la loi. On devait l'avoir quelque part. Tout début. Bon, on va appeler loi de Gamow pour l'instant pour simplifier. Et donc on a quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors qu'est-ce qu'une particule alpha? Écrire le bilan des désintégrations. Bon, ça, pas besoin de chercher le document. Donc c'est une désintégration type alpha par contre. Voilà. Donc ici le noyau père. Ici ce que j'appelle le noyau fils. Et ici la particule alpha. Alors les lois, ce sont des noyaux. Hein. Donc les lois de conservation doivent concerner le petit z qui est ici et le petit a qui est ici.
Si vous faites la somme des chiffres sont situés en haut à gauche, A égale A-4 plus 4, c'est bon, et Z égale Z-2 plus 2. Donc l'équation de désintégration au niveau atomique est bien équilibrée. Bon, ça c'était simple comme question, je pense que c'est bien passé. Oui. Alors, retrouvez le lien entre période radioactive taux 1,5 et constante radioactive en reportant la définition de ces grandeurs. Alors, qu'est-ce que la période radioactive? C'est écrit là, bon, c'est pas super bien écrit, je vais l'écrire. C'est lorsque le N, alors taux 1,5 ou T1,5, moi j'ai pu noter T1,5, taux 1,5 égale en fait N à 0 sur 2. Il y a même une autre définition, des fois, qui est un peu plus compliquée, où, alors par contre, il faut que je m'en souvienne, c'est N0 moins N infini sur 2. Hein. Vous avez peut-être même celle-là en chimie plutôt. Bon, ici on suppose que N infini tend vers 0, donc il apparaît pas dans le calcul. Mais par exemple, une réaction chimique aurait, comment ça s'appelle déjà quand il y a une limite? Vous savez, comme les stérifications. On dit ça, vous savez, quand N infini tend vers 0, il y a une limite finie, genre 0,33%, 33% d'N0. Bah, faut bien en tenir compte et le mettre ici. Par exemple, il faudrait mettre 0,33 N0. Puisque j'ai dit, ça changerait un petit peu la définition de la constante de temps. On reprend la loi proposée dans l'énoncé, ici. Donc ça, donc on a dit que ça valait donc N0 sur 2 pour le temps T1,5. Ça fait donc 1,5 égale exponentielle moins lambda taux 1,5. On prend le logarithme des période des deux expressions. Ici, ça fait ln de 1,5, ça fait moins ln de 2. Ici, il y a un moins, les deux moins sautent. Et donc, taux 1,5, c'est ln de 2 sur lambda. Bon, pareil, je pense pas que ça peut être souci, celle-ci. Les questions sont pas très dures, à part une, si je me souviens bien. Combien vaut numériquement le rayon d'un noyau lourd? Alors, il fallait prendre la formule qui n'a pas de nom que dans le texte. On l'avait déjà vu cette année pour un exercice ou en cours. R0, c'est 1,2 femtomètre. Bon, je rappelle que femtomètre, c'est l'unité que nous on utilise la plus petite au cours de cette année. L'ancien nom c'était Fermi, c'était un physicien italien. Moi j'ai calculé pour 200. Vous avez peut-être calculé pour notre grandeur, vous. On voulait un noyau lourd, donc au moins prendre, alors c'est A. Donc un noyau lourd, il fallait prendre au moins 150, je dirais. Et ça fait R200 égale 6,5 femtomètres. Donc on va garder cette valeur en tête pour le R, pour la surface extérieure imaginée d'un noyau. Ou alors on peut imaginer déjà qu'à l'époque c'était une boule, une sphère. Qu'elle apportait une interaction forte. Dans le... Oui, vas-y. Vous avez pris la formule avec R, avec petit R. Ouais, oui. Tu veux que je mette des grands R, c'est ça? Non, mais où est-ce que vous avez pris la formule R égale R0 fois A exponentielle? Alors on l'a vu dans le cours et je crois qu'elle est dans le texte quelque part. Hein. Il me semble qu'elle a été redonnée. Elle est là, page 4. Elle est un peu cachée. Vous l'avez, vous n'allez pas me dire que vous avez une approche documentaire différente de la mienne? Si? C'est bon, Pierre? Bon. Non, on l'a Moi, je pas. la trouve pas non plus. Ah oui, on l'a pas, pas. monsieur. Non, je crois qu'on l'a pas, effectivement. Ah, ça a été rajouté. C'est comme j'ai fait les photocopies en rapide, à cause du coronavirus, j'ai pris ma clé USB, j'ai pris le modèle 2017. Et peut-être qu'en 2017, je l'avais pas mise. Bah, comme l'autre, je vous l'ai fait la dernière fois, je vous l'ai mis à jour sur le site, hein, vous avez la dernière version. Si vous voulez l'imprimer, bah, je ferai pareil pour celle-là. Surtout que dans celle-ci, il y a une petite erreur de calcul, j'ai corrigé juste avant de venir. Donc comme ça, vous aurez la correction qui est faite aussi. Bon, bah, désolé pour la petite question. Et il y avait la question quand même? Oui, oui. Bah, alors par contre, une petite remarque, cette formule, vaut mieux la prendre. Hein. Bah, elle est pas trop dure à retenir, non? Je pense que vous devriez y arriver. Mais qu'est-ce qui représente le A du coup? C'est le nombre de masses. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas une des formules principales à retenir, mais c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour calculer le rayon des noyaux atomiques. C'est une formule empirique, hein, ça se démontre pas, mais c'est une formule qui donne à peu près un bon ordre de grandeur du rayon d'un atome. D'un noyau, pardon, d'un noyau. On va le souligner bien gros.
Hein, la différence entre noyau et atome, noyau on ne tient pas compte de l'électron. Alors, quelle a apporté l'interaction forte? Moi j'ai mis 10 femtomètres, mais si vous avez mis moins, c'est pas grave, parce que je crois dans le texte, il parle de, vous vous souvenez de la valeur qu'il donne dans le texte? Ils mettent quoi? Quelques femtomètres? Normalement, c'est pas justement J'y suis là. de l'atome, du noyau. Ah, non, je sais que vous pouvez aussi prendre un... Après, c'est là qui prenait la phrase là. Hop, ici. Vous l'avez celle-là? Oui. Oui. D'accord. Ils formaient de neutrons et de protons liés par eux par des forces attractives de très courte portée appelées interactions fortes. N'agissant plus dès que la distance dépasse 1 femtomètre. Donc vous avez mis 1 femtomètre, c'est bon aussi. Hein. Alors cette interaction forte, en fait, elle s'oppose à l'interaction électrostatique dans le noyau. Donc en général, on dit effectivement qu'elle est supérieure à l'interaction électrostatique à peu près pour des ordres de la dimension du noyau. Donc vous pouvez mettre effectivement aussi 6,5 femtomètres par rapport au calcul que vous avez fait juste au-dessus. Hein, donc c'est de l'ordre de quelques femtomètres. Alors il y avait une petite question par rapport à une formule qui apparaît dans le texte. Il fallait justifier l'énergie gagnée lors de la désintégration. Ah pardon, c'est un peu plus bas. Désintégration alpha d'une particule. C'est ici. Pourquoi j'étais remonté? Voilà, vous avez réussi à cliquer ici, on va essayer de le retrouver. Donc vous avez déjà un début de calcul par la quantité de mouvement, par la conservation de la quantité de mouvement qu'on va utiliser. Donc on a un noyau pair immobile, et un noyau fils et la particule alpha qui chacun ont une vitesse Vy et V alpha. Je vais noter la masse d'Y, ça c'est la masse du fils, ça c'est la masse de alpha. Donc on va simplement utiliser une des formules qui est là et on doit démontrer celle-ci. Donc le but c'est de retrouver ce résultat. On voit qu'il y a une petite symbole approximation, donc c'est un petit calcul, une petite simplification à faire dans le calcul. Alors on va voir le calcul. Alors on va revoir ce que c'est que Q. Attendez, je vais ouvrir le... J'espère que ça n'a pas fait planter. Voilà. Je vais me mettre sur la bonne page ici, parce que passer de l'une à l'autre, c'est un peu embêtant. Voilà, comme ça, ça ira plus vite. Alors, allons chercher ce qu'est ce Q. Q, c'était c'est E1 moins E2, ça représente l'énergie libérée dans la désintégration et se trouve dans l'énergie cinétique de la particule alpha E et celle du noyau fils. Alors, pour Q, on avait une petite formule simplifiée ici, où on remplaçait alors Vy carré, qui c'était donc M sur M au carré V alpha au carré. Et on vous dit que c'est quoi le E, c'est important. Q, on va prendre cette formule-là pour définir le E. C'est l'énergie cinétique du noyau fils plus E. Dans l'énergie cinétique du noyau fils, c'est cette expression-là. Ici. Donc on va la mettre en facteur, pour faire apparaître le E dans la formule qui suit. Ici, on la met en facteur. Donc ça fait 1 pour ce terme-là. Et quand on remplace ici, alors pardon, en fait c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut remplacer V alpha par Vy. Alors V alpha, ça fait quoi? C'est Vy carré facteur de My sur M au carré. Voilà, quand vous remplacez ça, ça fait apparaître le E. Facteur de My carré sur M. Ah, pardon, j'efface tout. Fallait me dire que j'étais en train de me mélanger. Tac, 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 tac. Plutôt... Ah oui, je me suis trompé, j'ai pris le mauvais E. C'est lui, E. Est-ce que je peux effacer le trait? Oui, pardon.
E, c'est lui. Voilà. C'est lui, E. Sinon, j'avais pas du tout le bon rapport. Donc, ça m'évite de remplacer le terme qui est ici. Donc, ça fait M carré sur... Ah, j'ai pas beaucoup de place. MY ici. MY carré. Vous obtenez le E, et ferez MY sur MY carré, vous avez bien le sur MY. Bon, alors pour la petite explication de la formule, on va retenir quand même ce que c'est que E donc, c'est en fait l'énergie cinétique de la particule alpha. Hop, pardon, j'ai dit que je passais pas de l'un à l'autre. Revenons ici. Donc là, on fait le petit calcul, on recopie le calcul qu'on vient de faire. Q, c'est E1 moins E2. On prend les énergies au repos. Alors, E1. Ah, ça c'est rigolo, ça. E1, c'est l'énergie propre de la particule que j'ai appelée paire. Et E2 qui est, bon, faut tenir compte du C2, hein. Et E2, ce terme ici, c'est l'énergie propre du fils plus de la particule alpha. Donc en écrivant ces deux relations pour E, ici, on a donc E qui peut s'écrire mx moins my moins mc2, donc ce terme-là, sur 1... Ah, c'est vrai que vous voyez pas le curseur, pardon. Mais monsieur, si Oui. vous cliquez tout en haut, il y a une souris. Ouais, Tout est-ce que, en haut, est-ce que peut-être ça remet le curseur, je sais pas. est-ce que vous l'avez là? Oui. Ok, bon, moi je sais comment mettre mon curseur, merci. Donc, ici on a donc... Ah oui, mais je peux plus souligner. Bon, c'est pas grave, vous voyez la souris. Donc ici on a le terme de Q de droite. Ici, notre façon de calculer Q. On utilise Pardon, M... mais, tout le monde voit la souris? Moi, je la vois pas, la souris. Moi, je la vois pas. Non, pas du tout. Bon, bah, je reprends mon Peut-être crayon. encore fumé. Je reprends mon crayon. Je disais, on a ce terme qui est ici. On divise par 1 plus M sur MY pour une valeur de E. En fait, on a calculé de deux façons différentes Q. L'une à l'aide des énergies cinétiques, l'une à l'aide des énergies propres. Qui est ça, c'est donné dans l'énoncé au cas, parce qu'il faudrait refaire le cours de terminale pour s'en souvenir de la formule. On arrive donc à cette expression-là. Bah, je pense. Oui, je pense. 1 plus 4 sur A moins 4 égale A moins 4 plus 4 sur A moins 4. Ce qui est égal Après, on le repasse en à... haut, du coup. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Bon, bah, c'est une égalité stricte. C'était pas une égalité égale environ. Ouais. Moi, j'étais sûr que c'était un peu limité en relisant mon approche documentaire. A6. Bon, ça, j'ai pris la correction de l'AD, j'ai pas refait la représentation graphique. On avait des valeurs qui étaient données dans un tableau, qui était ici. Et il fallait vérifier la loi de Gunner, je sais plus son nom, on va la retrouver. La loi de Geiger-Nuttall. Alors on traçait. Alors rappelez-vous, à chaque fois que vous avez une représentation graphique à faire, surtout à l'écrit, et même à l'oral, faut arriver à obtenir une droite. Donc là on avait une loi, ln de taux 1,5 égale A plus B sur racine de E, je me souviens bien. Si par exemple on lui avait donné cette forme-là, je suis en train de réfléchir en prenant l'exponentielle là, bon on va pas trop se prendre la tête. Il faut à tout prix passer à l'étape qui est au-dessus, de toute façon la représentation graphique, simple d'une droite. Donc ça devient votre Y, ça devient votre constante, et là il faut arriver à faire plus BX. Donc plus BX, ça veut dire qu'il faut poser X égale 1 sur racine de E. C'est tout à fait normal, la représentation graphique logique du tracé proposé, c'était bien ln de taux 1,5 en fonction de 1 sur racine de E. Fallait pas tracer par exemple taux 1,5 en fonction de E. Ça serait une courbe trop difficile à interpréter sans une calculatrice ou un ordinateur performant type avec un logiciel Regressi. Donc toujours essayer d'avoir une droite, sachant que ces questions-là en plus, dans les concours, ça coûte quand même pas mal de points. C'est au minimum 3 à 4 points. Bon, c'est un très lourd total, mais
Il faut prendre le temps de s'y appliquer. Dans contraste, on voit qu'il y a un ou deux points qui sortent un petit peu de la courbe moyenne proposée par la régression. Et on obtient en faisant cette régression le résultat là, moins 123 plus 330 sur racine 2. Je comprends pas le moins 123 puisque quand on... Non, regardez ici. Tu vois, tu es à 0,34 là. Il n'y a pas le vrai zéro. Le vrai zéro, il est beaucoup plus à gauche sur l'axe des X. Et donc ta courbe, elle va continuer à descendre. Ah, c'est vrai ça. D'accord? Ils n'ont pas représenté la zone où on n'avait pas de valeur numérique proposée. Donc là, logiquement, tu es vers moins 123. D'accord. Alors par contre, ce que je vais rajouter, moi, c'est qu'ici, taux 1,5 est en secondes, et E ici a été pris en méga électronvolts. Alors, le neutron fut découvert en 1934 par Chadwick, bien après la publication du modèle théorique de Gamow. On sait depuis cette découverte que le noyau est constitué de protons et de neutrons. Quelle hypothèse du modèle Gamow est remise en cause? Bon, en fait, c'est le problème de la particule alpha préformée. C'est un peu amusant d'imaginer que dans une sphère, là, donc formée de nucléons, on va dire, nous pour simplifier, bah, ce soit surtout que c'est des neutrons et des protons. Donc, par exemple, ça c'est un proton, ça c'est, on va dire que c'est un proton aussi, les autres seraient des neutrons. Alors H et 2, 4, bah là je l'aurais formé effectivement, mais on peut pas l'imaginer isolé du reste de l'atome prêt à partir. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça, ce qui va se produire. Il va certainement y avoir un réarrangement énergétique de l'atome avant que cette particule alpha se forme. Donc c'est ça qui remet en cause, c'est la présence du noyau fils avant la désintégration, déjà préformé dans le noyau père. Hein. Alors il y avait un calcul un peu compliqué dans cette approche documentaire qu'on va relire ensemble. C'était un petit peu ce qu'on vous demandait ici de refaire. Donc on va aller voir ça. Je vais laisser la question sous mes yeux. Ah, ça sert à rien la question. Hop. Allez, on va déjà revoir le graphique. Ici. Ah, il n'y en a pas un autre. Ah non, c'est celui-là que je voulais voir, voilà. Donc ici, vous avez la limite de l'interaction forte à peu près, dans cette zone-là. Et après, il y a l'interaction coulombienne en K sur R qui apparaît. Ici. Donc l'idée, c'est de choisir RM sur R0 assez grand, parce que là, on se limite à l'interaction forte. Et là, c'est l'interaction coulombienne. Alors on va relire un petit peu de qui sur qui. Alors pour R très inférieur à R, la particule est censée soumise à l'interaction forte. Alors R, ça va être le rayon de l'atome. Hein. Ah oui, justement, monsieur Grand R, c'est le rayon de l'atome complet, en comptant les électrons et le noyau. Ouais, parce que c'est écrit pas nulle part. Ouais, c'est pas défini. Eh ben, je vais lire ensemble et je vais vous dire ce que c'est. La particule est essentiellement soumise à une interaction forte qui assure la cohésion du noyau. C'est une interaction à très courte portée qui s'imite au nucléon plus proche, donc protons et neutrons, plus proches voisins, dont le nombre reste à peu près le même tant que la particule alpha reste dans le noyau. Dans ce modèle, l'énergie d'interaction de la particule alpha est donc constante, indépendante de sa position. S'ils disent qu'elle reste constante, on peut penser qu'on est dans cette zone-là. Oui. Pour R plus grand que R, comme l'interaction forte est à très courte portée, on la suppose inopérante à l'extérieur du noyau. Ah non, on ne tient pas compte des électrons. En fait, R, c'est R0. Voilà. Donc vous avez pour R inférieur à R, on tient principalement compte de l'interaction forte. En tenant compte principalement de l'interaction forte, on utilise le puits par une constante. Okay. Et pour R plus grand que R, on va principalement tenir compte de l'interaction coulombienne. Comme on dit par K sur R, et quand on regroupe les deux, ça donne le graphique que je vous ai proposé ici, avec un saut infini de barrière de potentiel à passer d'une courbe à l'autre. Donc ici, tout là-haut,
vous avez l'expression de V qui vaut K, pardon, qui vaut K sur R0. Donc là, il faudrait que je vous le change, ça que je mette R0 à la place. Alors, si vous voulez, on pourrait lire tout le calcul ensemble, parce qu'on a pas mal avancé. Donc, on va décomposer notre interaction coulombienne par différentes petites barrières de potentiel. Un découpage ici, là. Ainsi de suite. Comme des marches d'escalier. Alors quand on fait ça, on suppose que la barrière suivante est reliée, enfin pardon, là c'est la transmission. Que la transmission en R plus dr est égale à la transmission en R fois exponentielle moins 2 rho dr. Ça c'est lié à l'expression de la barrière épaisse, ouais, à ce terme qui est ici, exponentielle moins 2 rho de la largeur de la barrière. Et nous la largeur de la barrière ici dans notre cas c'est dr. Petit développement limité ici, par contre cette fois c'est bien développement limité qu'on a fait. On fait passer on écrit ça en fait, on fait passer le T de R fois 1 de l'autre côté. Par contre on laisse celui-ci ici. On dit que T de R plus dr moins T de R c'est égal environ à dt. On avait souvent fait ça en fusion thermique. Pardon, là c'est des parenthèses par contre. Et on fait passer le T de R de l'autre côté, ça fait dt sur T égale moins 2 rho dr, ce qui s'intègre en ln de T égale moins 2 somme de R0 et Rm de rho dr. C'est-à-dire on s'intéresse qu'à la zone qui est ici. Entre les deux rayons dont on aura une définition plus tard. Enfin R0 on a déjà une, et Rm on remarquera que c'est pour Rm E égale K sur Rm. Alors ça on vient de le lire. Donc on va commencer à voir le calcul. Alors on remarquera que le potentiel est défini comme une interaction entre alpha et le fils. C'est pour ça que d'un point de vue des charges, on a 2 E pour le noyau alpha et Z-2E pour le noyau fils. Je rappelle que lui c'est He2,4 et lui c'était A-4, Z-2 et je crois qu'on l'avait noté Y. Donc pour rapport à votre question tout à l'heure, on parle nullement des électrons encore une fois ici, c'est les noyaux qui se repoussent. Hein. C'est les charges liées aux protons dans le noyau. Ici j'ai juste remplacé ρ par rapport à la formule. Hop, ça c'est ρ. Rho, je crois que c'est notre delta du cours. Non, c'est 1 sur delta. Rho, oui. Oui, 1 sur ρ, c'est delta. Ouais. Ça va jusqu'à là pour la démonstration? Oui. C'est bon. Bon, c'est assez long, vous aurez jamais ça comme calcul, c'est pour ça qu'il est dans l'approche documentaire. Hein. Bon, là, j'ai juste changé un peu la mise en facteur. Donc on voit qu'un coefficient qui sort, moins 2 racine de 2m sur h bar. Et là, pour arriver à faire l'intégrale, c'est là que c'est difficile. C'est là qu'il faudrait vous aider, c'est un calcul décrit. On va poser cos carré u égale RE sur K. Et pour cela, il faut que je change un petit peu ici. J'ai donc sorti 1 racine de E. C'est-à-dire j'ai sorti le E de la parenthèse. Donc si je sors le E de la parenthèse, ça fait moins 1. Par contre, il faut que je modifie aussi le terme qui est devant. Comme j'ai sorti racine de E, il faut que je fasse apparaître 1 sur racine de E, ici en dessous. 1 sur racine de E, puisque la puissance 1,5. Là, on pose RE sur K égale cos carré U. Donc, RE sur ça, c'est donc 1 sur cos carré U, ce truc. Ça va simplifier, parce que 1 sur cos carré U moins 1. Je vais écrire. Attends, je prends la gomme. Donc tout ça, on va dire que ça fait 1 sur cos carré U moins 1. Et ça, c'est égal à 1
moins cos carré U sur cos carré U, ce qui est égal à sinus carré U sur cos carré U. Alors on va pas faire apparaître la tangente. Ça va, je suis bon dans le calcul, je vérifie au passage. Il faut pas oublier qu'il y a une racine. Hop, je l'ai pas mise, mais là il y aura une racine. Donc avec la racine, ça devient sinus U sur cos U. Ouais. Donc je remplace ici, donc j'ai sinus U sur cos U, fois ce terme qui est ici. Alors on voit que le cos U va se simplifier. Ça fait cos U sur cos U, ça disparaît. Et sinus U, pardon, excusez-moi, j'oublie que vous n'avez pas le curseur. Et sinus U fois sinus U va faire le sinus carré U, qui est ici. Alors on reprend tout. Continuons ici, ça fait donc somme de R0 à Rm de sinus U sur cos U fois, alors, moins K sur E de sinus U cos U. Bon, DU, j'ai pas la place de l'écrire. Les cos U simplifient, ça fait une sinus carré U qu'on retrouve là, puis on a un facteur qui va se mettre devant. Je vois pas le moins. C'est moi qui l'ai raté, le moins. Logiquement, je l'ai corrigé avant de venir. Mais est-ce que j'ai eu le temps de copier le fichier sur mon bureau? Par contre, c'est le moins. Ah, c'est ce que j'ai fait, Hélène. Oh, ça m'embête ça. Je l'ai fait juste avant de venir et ça a pas... Bon, pas grave. Bon, oui, il manquait un 2. C'est ça la correction. Vous allez tous la faire avec moi en direct. Par contre, le moins DR... Ah, bien, il y avait un moins, pardon. Il y avait un moins ici. Dans le moins, il saute. Oui, il manquait un 2 partout. Bon, là, on utilise la formule Trigo. Sinus carré U égale 1 cos de J sur 2. On a donc, effectivement, il manque un 2. Ici, on définit ce que je disais tout à l'heure, que E, c'est K sur racine de M. Alors, ça va être pour déterminer les bornes U1 et U2 liées au changement de variable. Donc, U1 était lié à R0, U2 était lié à Rm. Donc, cos carré U, vu la définition qu'on avait pris, elle est où? Je recherche, R sur K. Si vous remplacez E par K sur Rm, ça devient R sur Rm. Donc là, on a déjà une borne. C'est la borne en Rm, c'est donc la borne du haut. Et donc, U2, ça va être arc cosinus de racine de R0 sur Rm. Et pour l'autre borne, ça fait arc cosinus de racine de R0 sur R0. Bon, ce qui doit faire 0. Ensuite, donc on met une nouvelle borne. Ici, 0 la plus petite, U2 la plus grande. Et là, il manque toujours le coefficient 2. Vous avez donc à intégrer 1 qui fait U sur 2, et cos de U, dans la primitive, est sinus de U sur 2. Pour ça qu'ici, il y a sur 4. Donc là, il manque toujours le 2. U en 0, ça fait 0. Sinus en 0, ça fait 0. Donc la borne avec inférieur ici n'apparaît pas dans le calcul. Le 1,5 a été mis en facteur, ça qu'on passe de 4 à 2. Et donc ça fait U2 moins sinus de U2 sur 2. Alors, faut tenir compte maintenant du fait qu'on suppose R0 sur Rm très petit q1. Donc c'est en fait, pour résumer, c'est un petit peu la différence de distance, l'influence de l'interaction forte et d'égalité E égale K sur R. Donc on suppose ça très petit. Alors, U2, arc cosinus de racine de R0 sur Rm. Alors, car arc cosinus X est égal environ à pi sur 2 moins X plus petit O de X. Donc ça, c'est un mini-DL. Donc on remplace. Donc ça fait pi sur 2 moins racine R0 sur Rm. Et sinus 2I2,
quart sinus 2x égale, alors si je vais peut-être pas mettre l'environ, ça fait donc, 2x plus petit o de x. Alors là, ce qu'on aurait pu faire avant, si sinus 2u2, c'est en fait sinus pi moins 2 racine de R0 sur Rm. Ici on a x, ici on a pi moins x, et sinus pi moins x c'est sinus x, donc c'est égal à sinus de 2 racine de R0 sur Rm. Et donc là pourquoi on a ce résultat là qui est ici. On remplace nos expressions U2 et sinus 2U2. Alors là il manque toujours le 2. Alors par contre, ça commence à faire beaucoup de calculs là. U2. Ah oui, donc quand vous faites la soustraction des deux, faut pas oublier qu'il y a le 2 qui est ici. Donc là ça fait 2 sur 2, et en fait vous avez pi sur 2 moins racine... Ah pardon. Ça va, vous arrivez à suivre là? Je vais plus doucement. Hein. Vous avez ce terme là. Dites-moi si c'est trop dur, hein, ou si je vais trop vite. Non, ça va. Non, ça va. Ouais, parce que à chaque fois j'oublie, je suis désolé que vous voyez pas le curseur. Donc je monte des trucs et vous voyez pas. Donc je prends ce terme là. Moins sinus 2u2 sur 2, donc sur 2, vous voyez. Donc ça va sauter. Et donc au final, ça va faire pi sur 2 moins 2 fois lui. Il apparaît 2 fois. Donc là il manque encore le 2, je vous le rajoute. Donc là on a juste remplacé Rm par sa définition. Hop, pour vous faire apparaître le E. Et donc on a bien une formule du type ln de t égale a plus b sur racine de E, sauf que là aussi il y avait des erreurs. Il fallait rajouter un moins ici, un 4 ici à cause du 2, et en dessous il fallait mettre un plus et enlever le 2. Alors pourquoi il y avait une erreur là? Parce qu'en fait, vous voyez, le terme en racine de E, c'est le deuxième qui le forme. Enfin, le terme constant c'est lui, et le terme en racine de E c'est le premier, et j'avais inversé les deux termes. On peut vérifier ça quand même, que ce soit juste. 2k racine de 2m sur h bar, 4, moins 4, c'est bon. Ouais, c'est bon. R0, le k sur racine de k qui fait racine de k. Non, c'est bon. Là, c'est bien A. Je viens de vérifier A. Bon, j'espère que B est juste aussi. Mais A est juste. Voilà, ça c'est un calcul qu'on n'aura pas au concours, qui est dans le projet commentaire. Je voulais expliquer qu'il y a quand même quelques parties qui peuvent être retrouvées. Les changements de bornes, des trucs de ce type. Vous avez des questions sur le calcul à part l'oubli du 2 et du moins à la fin. Faites attention, il manquait un moins. Il y avait une petite inversion de signe aussi ici. C'est bon pour ce type de calcul? Oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à projet documentaire? Qu'est-ce qu'il y a à retenir surtout par rapport aux écrits? Bah, c'est un peu ça, tout simplement. Hein. Voilà. C'est principalement ça. Gamow, dans son modèle, a supposé que la particule alpha était préformée dans le noyau pair. On a décomposé le puits de potentiel sur une forme de, un petit peu, vous savez, du double puits du cours. Hein, on avait ça dans le cours. C'est pas un double puits, plutôt une double barrière. Hein. Un peu plus, je vais faire un peu le dessin là, on a un peu un truc de ce genre. Vous voyez ? Sauf qu'on a pris un modèle beaucoup plus compliqué. On a représenté ici le potentiel par l'expression d'énergie coulombienne. Et donc le passage de la particule, donc alpha, ici, se fait par effet tunnel. Et ici, à droite, on vous a représenté la probabilité de présence, en rouge là, de la particule alpha. Donc on voit ici qu'il y a une force présence dans la zone qui est liée au noyau pair. Alors la partie gauche, nous on s'en moque un peu, on va surtout la partie droite. Et elle a quand même une densité de probabilité de présence de passer à droite ici. Ici c'est une distance.
Donc quand D devient très grand, ça veut dire qu'elle est plus soumise à l'attraction du noyau, entre guillemets, père, qui est devenu le noyau fils. Donc là, ici, c'est là qu'intervient l'effet tunnel dans cette zone-là, qu'on le retrouve. Et c'est donc tout le calcul qu'on vient de faire là avec la décomposition en plusieurs barrières. Pardon, je regarde ici. La décomposition en plusieurs barrières pour pouvoir faire le calcul, pour reprendre l'expression qu'on a pu voir dans le cours et dans l'approche documentaire précédente. Bon, le reste, on s'en moque. Bon, ça, je pense que vous l'avez déjà vu en chimie. Cette zone-là, la seule zone où les notions stables pour Z égale N. Et après, il faut aussi savoir écrire une réaction nucléaire. Hein. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, ce que j'appelle une réaction nucléaire, c'est ça. Le calcul, on l'a fait une fois, pas besoin de le relire. Après, ça, c'est des rappels de cinétique de sup. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions autres? Non, je crois pas. Moi, j'en ai juste une. Dans les questions, il y a Oui. combien vaut numériquement le rayon d'un noyau lourd? C'est quoi la définition d'un noyau lourd? Attends. Je vous l'ai dit, en fait, noyau lourd, c'est les noyaux autour d'uranium. D'accord? Et l'uranium, comme nombre de masse, est 232, 235 suivant l'isotope qu'on choisit. Donc, il faut les prendre à peu près une valeur de ce type-là. Donc 200, 220, 230. Faudrait que j'ouvre la classification périodique là. Donc tout à l'heure on a dit le plomb. Le plomb c'est lourd, par exemple. 82 sont un isotope stable. Je connais pas par cœur. Ah si, on l'avait parce qu'on a dit que c'était le plomb. Là, c'est 200. 82, 126. Donc ça fait 208, pardon. Hein, donc voilà, 208 pour le plomb. Après 50 pour moi c'est pas lourd. Oui. Donc pour moi lourd, je vous avais dit j'ai pris 200. C'est-à-dire si vous prenez 150, 160, on va avoir une classification périodique. Tac. Je vais essayer d'en ouvrir une, qu'elle s'affiche. J'en ai pas là tout de suite au format PDF. Donc je l'ouvre sur Google et je vous dis un petit peu, mais vous n'allez pas voir la fenêtre. Classification périodique. Retenez la valeur 200. Hein. Classification périodique. Mendeleïev. Je vais faire un copier-coller et le mettre sur le PDF dès que j'en ai un qui veut bien s'ouvrir en grande image. Voilà. Vous le voyez? Oui. Ok. Alors, pour moi, donc, les lourds, ça commencerait ici à 72. Hein, parce que là, on a quand même, effectivement, le mercure, ce qu'on appelle un métal lourd. Ça, c'est pas des métaux ici. Est-ce que vous posez l'argent comme métal lourd? Je dirais non. Donc, pour moi, les métaux lourds... Alors, je connais pas trop la structure de ces éléments-là. Tungstène, c'est un métal, ouais, lourd. Le hafnium, je connais pas en fait. Tantal, je me semble que c'est un métal lourd. Hafnium, je sais pas, j'ai jamais. Ça va être un truc très rare. Donc pour moi, le premier métal lourd, ça serait l'hafnium, qui a une masse molaire de 179. Donc voilà, il faudrait prendre, si on veut faire une définition de métal lourd, entre 180 et... Donc ça, j'en parle pas. 238... Ceux-là, je les connais pas, ouais, entre 180 et 244. Donc vous pouvez prendre des valeurs moyennes autour de 200. Ou vous pouvez prendre le plus faible, vous pouvez prendre le plus lourd aussi. C'est bon pour la question? Les métaux lourds, c'est ceux-là surtout. Hein. C'est eux. Ce qu'on appelle vraiment métaux lourds, c'est le plomb, le thallium, le mercure. Les métaux lourds nocifs ici.
Et après, vous avez les métaux lourds que vous connaissez, platine et or, ici. D'accord. Et on définit la période avec une unité qu'on connaît pas, le AN, Attends, c'est quoi ça? page 2. Ah, c'est des années, non? Oui, c'est Ah, c'est année, année pardon, ouais, c'est année. C'est J, Ah ouais J jour, hein. Alors, est-ce que c'est officiel, ça? J'aurais dû mettre le S, déjà, ça aurait été mieux. Est-ce que l'unité d'une année, c'est AN? On va voir ça. Peut-être une faute de ma part, ça. Unité de l'année. Ça s'utilise pas trop, hein. C'est pas trop scientifique comme notation. Par exemple, l'année-lumière, c'est AL. Oui, et UA, c'est l'unité atomique, mais AN, Bah, c'était un an, tu vois. Quand tu dis j'ai 10 ans, on est sur une période de 1,4 puissance 10 ans. Alors le souci, c'est que c'est vraiment, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Je l'ai pris dans l'approche Ah oui, non, documentaire. je me doute. Donc, ouais, on pourrait effectivement mettre année, ce serait plus compréhensible. Par Oui. contre, pour an, je sais pas. Par contre, vous avez bien heure le H et jour le J. Hein. Ça, c'est utilisé. Je vous conseille pas trop de l'utiliser. Parce qu'en général, il faut tout mettre en secondes. Alors, les trois abréviations là, par contre, elles existent. Minute min, jour J et heure H. Et si un jour vous avez par exemple une bêtise des heures mètres, pensez à mettre un petit point ici. Ah, je l'ai pas bien fait. H et mètres pour pas qu'on croie que ce soit des hectomètres par exemple. Oui. Bon, vous le saurez, mais bon, c'est pas très grave. C'est plutôt à celui qui fait l'énoncé de penser à le mettre pour pas que vous confondez.